Et on va donc enchaîner sur la prochaine table ronde en espérant que les intervenants sont remontés. Sont remontés, oh, il y en a quelques-uns. Je vois Amaury qui est bien là. Merci Amaury de l'ANIA. Viens nous rejoindre Amaury. Amaury de l'ANIA. Ensuite Stéphane Gigandet d'Open Food Facts. Où est-il Stéphane? Il est là, le voilà. Mariette, ensuite, bonjour. nous avons Thierry de Mon Potager, Melchior des Colis du Boucher et puis Mariette qui est là déjà. Il nous manque. Par la gauche. Mais on a tout le monde. Tout le monde. Thierry peut-être là, Melchior de ce côté. Alors Pascal, je crois qu'on commence avec Amaury qui va nous donner une oui, vision effectivement, l'enjeu sur cet échange et sur cette table ronde, c'est comment est-ce que le digital peut accompagner les Français, les marques, les consommateurs sur le bien manger. Le digital, on l'entend d'une manière très large et très globale, donc il ne s'agit pas juste d'applis ou de plateformes ou de sites, mais vraiment le digital à part entière. Et on voulait que du coup Amaury à l'ANIA nous fasse une big picture, si on peut dire ça comme ça, sur cet enjeu du bien manger et sa collaboration avec le digital. Bonjour à toutes et à tous. Donc Amaury Bessard, je suis le directeur de la communication de l'ANIA. L'ANIA, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Association nationale des industries alimentaires. En fait, c'est une association qui représente et qui accompagne l'ensemble des entreprises agroalimentaires de France. Donc, il y en a environ 15 500 en France. Et l'idée d'intervenir sur le bien manger, c'est très intéressant pour nous puisque c'est la tendance de fond sociétale, consumériste que l'on voit apparaître depuis maintenant une dizaine d'années. Et on fait face à la fois à cette aspiration au bien manger ou au mieux manger, selon les débats, et à une mutation de la société. Cette société, pour nous, elle est compliquée à gérer pour nous, industrie alimentaire, parce qu'on fait face, et ça, vous le voyez bien, à une sorte de société de la défiance, en fait. Donc nous, on doit essayer de comprendre, essayer de répondre à l'aspiration du bien manger dans le cadre d'un contexte de défiance des consommateurs vis-à-vis de notre industrie. Donc c'est un peu la problématique que là, on va traiter aujourd'hui avec finalement l'angle ANIA, et je vais vous expliquer, je vais vous présenter un petit peu comment on l'imagine, comment on pense cette société de la défiance et comment on fait pour essayer de travailler au sein de cette société de la défiance. Je commence mon propos par la société de la défiance et notamment les causes. C'est-à-dire qu'on a une société de la défiance un petit peu généralisée, c'est-à-dire qu'en tant que consommateur, en tant que citoyen, on se défie un peu de tout et de tout le monde. On se défie des institutions, on se défie des médias et on se défie également de l'industrie, et notamment de l'industrie alimentaire. Pour cela, il y a quand même 3 grandes raisons, exogènes et endogènes, sur la société de la défiance. La première raison, c'est que depuis les années 90, on a eu une prolifération, une succession de crises et de fraudes alimentaires. La dernière, c'est la fraude à la viande de cheval, que je ne développe pas ici, mais que tout le monde a en tête. On a également une deuxième cause exogène, c'est le traitement médiatique sur le thème de l'alimentation. On a vu que c'était un des sujets les plus porteurs en termes de conversation. C'est également un des sujets les plus critiquables, les plus polémiques en tout cas, au sein des médias. On voit bien que le traitement médiatique génère en fait soit de l'inquiétude pour le consommateur, soit de la suspicion. De l'inquiétude, c'est notamment lié à toute cette cacophonie nutritionnelle où on est souvent entre des injonctions. La dernière, c'était l'OMS par rapport à la viande rouge et la charcuterie il y a à peu près 2 semaines. On a de plus en plus d'injonctions et parfois celles-ci sont contradictoires. Donc ça met le consommateur dans une incertitude où il ne sait plus trop ce qu'il doit manger, il ne sait plus trop ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Vous prenez n'importe quel ingrédient, n'importe quel aliment, il y a toujours une polémique associée à cet aliment. Donc ça peut créer une incertitude. Le deuxième, c'est un traitement qui est disproportionné et qui est souvent à charge, où on voit bien que les médias, principalement audiovisuels, ont une tendance à surreprésenter les mauvaises pratiques qui existent dans l'industrie alimentaire, mais qui ne sont pas finalement le reflet réel de l'industrie dans son ensemble. Donc on crée une crispation auprès du consommateur là-dessus. Donc la société de la défiance, elle se crée, 1, par les fraudes et par les crises, 2, par le traitement médiatique global, et puis 3, c'est également la responsabilité de l'industrie alimentaire, c'est d'avoir abusé, d'avoir créé des excès, d'avoir également peut-être manqué de transparence vis-à-vis du consommateur. Et à force de vouloir cacher les choses, on nous soupçonne de choses dont on ne fait pas. Donc là, on a une part de responsabilité qui est très grande. Et justement, le digital
nous invite ou nous force, je ne sais pas comment le prendre, en tout cas à répondre, à rentrer dans la conversation avec les consommateurs. On voit bien que le digital donne aux consommateurs finalement les moyens de se réapproprier son alimentation, les moyens d'interpeller les marques nationales comme ils l'entendent. Et c'est pour nous une formidable opportunité pour justement réexprimer qui nous sommes et comment nous produisons les produits. Donc là, on est en marche. On n'est vraiment pas encore bien avancé puisqu'on doit bien cerner les usages du digital au niveau collectif, au niveau de l'ANIA, mais également au niveau individuel, puisque sur les 15 000 boîtes agroalimentaires de France, il y en a 98% qui sont des TPE et des PME qui n'ont pas forcément le même rythme, qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes et les mêmes budgets par rapport à d'autres boîtes de l'agroalimentaire. Donc sur ce point digital, ça nous paraît important, nécessaire, parce qu'en fait c'est le socle qui va nous permettre de recréer un petit peu les conditions d'un dialogue, on va dire ouvert, un peu plus apaisé avec le consommateur. Dans ce cadre-là, je vois qu'il y a une petite image, un petit visuel. L'ANIA a mis en place une consultation citoyenne sur l'alimentation, à laquelle je vous invite à participer. C'est www.vouschanger-nous-aussi.fr. L'idée, c'est de poser aux citoyens consommateurs 10 questions. On souhaite disposer, recueillir environ 10 000 avis de consommateurs. Et l'enjeu, c'est de créer un socle, une base qui nous permettra d'avoir un pacte alimentaire. C'est-à-dire que dans une vision, on va dire, institutionnelle, les industries alimentaires font souvent des livres blancs. C'est-à-dire on se réunit entre nous et puis on dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et on le donne au gouvernement. Là, l'idée, c'est qu'on se dit, notre client final, c'est lui qui va donner le là du marché, actuel et futur, et c'est à lui qu'on doit adresser les premières questions. Sur la base de ce qu'il nous dira, nous, on exprimera un petit peu nos compétences, nos capacités d'évolution, dans le temps, dans les ressources, etc., pour créer justement ce pacte alimentaire en 2016 entre les industriels et les consommateurs. À cela s'ajoute évidemment, parce que le digital, pour nous, c'est une capacité d'écoute et de dialogue, mais il est nécessaire d'avoir deux autres piliers qui sont, on va dire, moins digitaux, mais qui sont nécessaires dans l'industrie agroalimentaire. On parlait tout à l'heure d'expérience, où l'expérience prend le pas sur le produit. Je ne sais pas si l'expérience prend toujours le pas sur le produit. L'expérience prend le pas sur le produit quand vous avez des marques à très forte valeur ajoutée, à très forte valeur émotionnelle. Ce n'est pas le cas de l'ensemble de l'industrie alimentaire. Quand vous mangez des carottes râpées ou des petits pois en conserve, l'expérience est parfois un peu plus limitée que quand vous mangez une confiserie ou quelque chose de plus gourmand. Donc, au-delà de l'expérience, il y a le produit. Et donc, il y a une capacité de l'industrie alimentaire, en tout cas des efforts de l'industrie alimentaire, à optimiser ces produits, que ce soit dans leur composition nutritionnelle, mais également dans les process, par rapport notamment aux enjeux environnementaux. Ça, c'est le deuxième axe, après l'écoute et le dialogue, c'est l'amélioration de l'offre alimentaire. Et le troisième axe qui est lié aux deux, c'est l'ouverture réelle des usines, donc l'ouverture des portes des usines aux consommateurs, pour qu'ils puissent voir de lui-même, finalement, comment est fabriqué son produit. Donc, si on mêle, finalement, à la fois l'écoute active, voire même la discussion et le dialogue sur Internet avec l'ouverture des portes ouvertes et puis l'optimisation des produits, on arrivera, en tout cas, on donnera les gages pour améliorer notre relation avec les consommateurs. Ensuite, la confiance, ce sera le consommateur qui nous l'accordera ou qui ne l'accordera pas. Nous, le point ou la clé de voûte de cette stratégie-là, c'est marquer une communication ou en tout cas des discours avec une position de humilité. Une position beaucoup plus humble que ce qu'on avait auparavant, puisqu'auparavant, on avait, en tant qu'organisation représentative des industries alimentaires, on pensait détenir une vérité et on l'imposait un petit peu à tout le monde. Là, l'idée, c'est de se dire, on a notre position, on a nos partis pris, les gens sur Internet ont également des partis pris qui peuvent être différents, et l'idée, c'est de se faire d'abord accepter dans la conversation avant de pouvoir expliquer notre point de vue. Et ça, c'est un shift, c'est un mouvement de pensée qui est pas si évident que ça quand on est à un niveau collectif industriel. Merci Amaury. Du coup, ça plante évidemment le sujet et l'enjeu du débat. Ce que je vous propose, c'est de démarrer par les carottes et les petits pois. Pardon Thierry. Peut-être vous présenter dans l'ordre. Que 1 minute 30, juste vous présenter, puisque du coup, derrière, l'idée, c'est justement d'exemplariser ce que vient de dire Amaury sur l'enjeu de l'alimentation et du digital, montrer qu'il y a des voies possibles, montrer qu'il y a des expériences qui sont très positives. Donc, peut-être démarrer par vous présenter chacun en 1 minute 30, et puis après, on lancera les sujets.
Bonjour à tous. Alors, merci de m'accueillir pour cette conférence. Donc, je m'appelle Thierry Desforges, je suis agriculteur et entrepreneur. J'ai fondé il y a 2 ans monpotager.com. C'est le premier service qui se voulait au monde. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des innovations qui se rapprochaient de ce qu'on fait, qui permet à des citadins de pouvoir cultiver une parcelle de potager en ligne, mais en vrai chez des producteurs locaux, de pouvoir suivre leur production en ligne directement au fur et à mesure que les produits évoluent chez le producteur, et de pouvoir les recevoir en fonction du rendement que Mère Nature a bien voulu nous donner à domicile ou à côté de chez soi. Open Food Fact. Bonjour à toutes et tous. Donc Stéphane Gigandet, je suis fondateur d'Open Food Facts. C'est un projet pour créer une sorte de Wikipédia des produits alimentaires qu'on a lancé il y a 3 ans. En pratique, on a développé une application mobile qui permet de scanner les codes barres, de prendre en photo la liste des ingrédients, le tableau nutritionnel, et on met tout ça dans une base de données en ligne. Il y a 2 usages qui sont évidents. Le premier, c'est décrypter les étiquettes. Par exemple, si on prend un paquet de Tagada, vous allez voir colorant carmin. Nous, on peut vous dire que ce colorant, c'est l'acide carménique, c'est extrait de cochenille, des insectes, on en parlait tout à l'heure. Et puis, comme c'est une base de données, on peut chercher dedans. On peut voir que des insectes, on en mange quasiment quotidiennement parce qu'on en a trouvé dans 700 produits. Alors ça va des saucissons qui sont rouges parce qu'on rajoute du jus de cochenille dedans, au tarama, au yaourt à la fraise. Donc on mange tous déjà des insectes. Il n'y en a pas dans le Nutella, hein, je vous le dis. Il n'y en a pas dans le Nutella, il y a d'autres choses dans le Nutella. Oui. Et puis le deuxième usage évident d'une base de données sur les produits alimentaires, c'est de pouvoir les comparer. Alors dernièrement, il y a un graphique que j'ai fait en quelques clics sur le site que vous pouvez faire. Alors là, j'ai choisi, je crois, les céréales pour petit déjeuner. Et j'ai dit, je veux voir sur un axe le sucre, sur un autre axe le gras. Et puis après, on balade sa souris et on peut aller voir quelles sont les céréales. Quelle est cette mystérieuse céréale qui contient 43% de sucre, par exemple. Donc ça permet de mieux choisir. Et on espère aussi que ça va encourager les producteurs à essayer de faire mieux. Et là, sur ce graphique aussi, je voulais juste vous montrer une autre chose. Vous voyez peut-être des couleurs. Ces couleurs, c'est les notes A, B, C, D, E qui ont été proposées par le Programme national nutrition et santé. Donc Serge Erkberg, la personne à qui on doit manger 5 fruits et légumes par jour. Et on l'a contacté pour avoir la formule justement pour pouvoir calculer ces notes. Et on l'a fait. Maintenant, on a calculé les notes pour 20 000 produits. Donc on peut voir quelle est la note de mon ketchup, quelle est la note des ketchup des autres ketchup. Et pour nous, c'était très important parce que non seulement on a pu calculer cette note et ainsi s'inviter un petit peu dans le débat, que ce ne soit pas juste les industriels et les pouvoirs publics. Nous, on se demandait, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'Open Food Facts, c'est une association 1901. Et donc non seulement on a calculé ces notes, mais en plus, le professeur Erkberg nous a demandé nos données pour pouvoir affiner son étude, affiner sa formule de calcul des notes. Et c'était une manière pour nous de faire un peu de science citoyenne, et on était très contents de ça. Voilà, aujourd'hui, on est 2000 contributeurs et on a ajouté 60 000 produits dans notre base. J'espère que ce soir, on sera 2350 au moins. Merci beaucoup. Mariette Sicard. Bonjour, Mariette Sicard, moi je suis chef de projet innovation au sein du groupe SEB. Donc moi je travaille au niveau de la food science et je travaille sur les objets connectés et ce que le digital va pouvoir apporter demain dans nos cuisines pour nous aider à mieux manger. Donc l'ADN du groupe SEB, on est leader du petit électroménager au niveau mondial. Et en fait, l'expérience client a un peu toujours été au cœur de notre histoire parce que si vous vous souvenez, la Cocotte Minute, ce qui a fait aussi son succès, c'est le livre de Françoise Bernard qui était vendu avec la Cocotte Minute et qui nous a tout appris à cuisiner plus jeune avec nos mamans. Voilà, ça reste encore dans l'histoire des patrimoines français. Et donc on continue cette histoire-là et avec la digitalisation, on a énormément de choses à apporter à nos consommateurs, que ce soit en termes de choix alimentaires, au niveau des qualités des aliments qu'on peut cuisiner dans nos appareils, puisqu'on parle essentiellement de produits frais, mais aussi en termes de services demain sur nos applications, parce qu'aujourd'hui, avec nos objets connectés, on peut apporter des services vis-à-vis des allergènes, par exemple, mais aussi vis-à-vis de tout ce qui est gourmandise et goût. Un jour, on espère pouvoir vous recommander la recette que vous allez aimer, en sachant prévoir à l'avance ce que vous allez aimer.
et notamment par cet intermédiaire, faire manger plus de fruits et légumes, ou éviter que les enfants les laissent sur le coin de l'assiette, ça serait l'idéal. Donc voilà. Bonsoir, je suis Melchior, les colis du boucher. Bon, à côté de Seb, c'est sûr qu'on n'a pas le même poids. L'idée des colis du boucher, c'est un peu un démarrage familial. Il y a 5 ans, un peu sur le modèle du blog, on partage avec notre entourage proche une vision et un besoin d'être réassuré par la viande. Alors effectivement, la viande, c'est le produit par excellence qui se fait régulièrement attaquer en France, et pour des raisons tout à fait justifiées. Et donc, il y a 5 ans, on s'est dit, allez, on va aller voir les éleveurs qu'on connaît. Moi, je suis ingénieur agronome de formation, j'ai été élevé dans un milieu agricole, et donc j'ai trouvé ça aberrant d'avoir une opacité telle sur la filière viande en France, qu'on s'est dit qu'on allait voir les éleveurs qu'on connaît et qu'on allait acheter chez eux les viandes qu'on estime être durables, donc bio, label rouge, et en parlant à notre entourage, ça a fait boule de neige, et on ne devait pas du tout être dans le digital, donc à la base j'aurais pas dû être invité ici, mais finalement le digital, on a mis le doigt dedans et on a été happé. C'est un outil fabuleux pour faire du social, on est là pour ça effectivement, et pour mettre en relation éleveurs et consommateurs qui veulent un peu changer leur manière de consommer. Donc l'apport technique d'Internet permet d'arriver à distribuer partout en France des produits qui sont l'avenir, à mon sens, de la viande, parce que food is social, mais viande is antisocial aujourd'hui. Il faut complètement changer cette manière de voir la viande et la remettre dans son environnement, la vache dans son pré et l'éleveur dans sa ferme. Voilà. Merci. On voyait quand on a démarré cette conférence, que ce soit Corentin ou Vincent ou même Philippe nous disait les éléments clés que les Français dans le food et le digital vont chercher au regard, c'est la transparence, c'est la proximité, c'est connaître la traçabilité des produits qu'ils vont manger ou qu'ils veulent manger, avec quelques exemples de start-up aujourd'hui, justement sur Open Food Fact, comment ça se passe, comment ça se développe, qu'est-ce qui intéresse les gens. Alors Amaury le disait, effectivement, le meilleur antidote à la défiance, c'est la transparence. Et c'est ça que la plupart des gens viennent chercher. Après, c'est des raisons très, très différentes. Sur Open Food Facts, voilà, il y a des gens qui vont s'intéresser à certains allergènes. D'autres, ça va être les additifs, parce qu'ils veulent manger sans glutamate ou sans aspartame. Pour d'autres, ça va être moins gras, moins sucré, moins salé. Ça va être l'huile de palme. Ça va être tous les sujets, en fait. Il y a plein de bonnes raisons de s'intéresser à ce qu'on mange. La traçabilité, nous on s'intéresse beaucoup aussi aux petits codes qu'il y a sous les produits, alors les estampilles sanitaires européennes dans des ovales, etc. Ça va nous permettre de savoir où a été fabriqué le produit. On a mis ça sur une carte qui s'appelle « C'est fabriqué près de chez vous » et on peut aller voir qu'est-ce qui est fabriqué près de chez moi ou près de là où je viens. Et on aimerait bien aller beaucoup plus loin, en fait. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même une limite à ce qu'on peut trouver sur les étiquettes. On l'a vu avec la crise de la vache folle. Moi, ce qui m'a choqué sur le problème de la crise de la vache folle, c'est pas tellement que la viande vienne de Crète ou de Roumanie, etc. C'est surtout qu'on a appris que dans nos lasagnes, etc., il y avait du minerai de chair de bœuf. On a vu comment c'était fait en raclant les os, etc. Et ça, il n'y a aucune mention sur les étiquettes de la qualité des aliments. Et ça, je pense que c'est une attente vraiment légitime du consommateur. On achète ces produits, vos produits, on aimerait juste savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, d'où viennent les ingrédients, qui l'a fabriqué, dans quelles conditions, etc. Alors pour rebondir là-dessus, est-ce que justement l'un et l'autre, vous pouvez nous raconter comment vous répondez à cette promesse et comment est-ce qu'effectivement vous allez rassurer le consommateur avec cette offre très particulière qui est d'apporter d'une production régionale des bons légumes, fruits et légumes, et ensuite Melchior, au niveau justement de cette connaissance d'un tissu régional, apporter un peu plus loin une qualité tout à fait traçable. Alors, moi, je vais commencer par un constat. En fait, l'agriculture aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, je suis agriculteur. L'agriculture, elle est à peu près dans la même crise de défiance ou de confiance. Je préfère utiliser les mots positifs, mais que l'industrie agroalimentaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle
beaucoup d'ailleurs sans toujours savoir, hein, parce qu'en fait les gens ne savent pas. Quand on parle de pesticides, il faut savoir qu'un produit qui traite un insecte ou je ne sais quoi, qu'il soit bio ou pas bio, c'est un pesticide, par exemple. Enfin, vous voyez, il y a plein de notions comme ça. Donc il y a un vrai problème de lecture des informations. Donc il y a des bons pesticides, c'est ça que vous êtes en train de dire? Il y a des moins bons mauvais. pesticides. Il y a tout ce qui permet de détruire un pesticide, ça veut dire détruire un peste, donc un nuisible, un organisme nuisible. Donc en fait, déjà, il y a un problème de clé de lecture. Et il y a un autre fait dans l'agriculture qu'on a tendance à un petit peu éluder, c'est le problème de la pression foncière. Alors, ça peut sembler complètement anecdotique de parler de ça ici, mais moi ça me semble important de dire qu'aujourd'hui, il y a un département agricole qui disparaît tous les 7 ans en France. Voilà. La vérité, c'est que pendant que je vous parle, en moins de 5 minutes, il y a un stade de foot qui a été construit, quoi. Je ne sais pas si on imagine ce que ça peut représenter en termes de capacité de production agricole. C'est important. Et c'est aussi, pourquoi je dis ça? Parce que c'est un des éléments qui fait que moi j'ai créé mon potager.com. C'était de dire, on a une exploitation agricole. Aujourd'hui, cette exploitation agricole, elle est soumise à une très forte pression foncière. On est en région parisienne, à 40 km de Paris. Et s'il y a un stade de foot qui disparaît à l'échelle nationale toutes les 4 minutes, vous imaginez qu'en région parisienne, c'est encore pire. Donc c'est une vraie question. Donc comment est-ce qu'on peut valoriser mieux des exploitations agricoles? Pour valoriser mieux une exploitation agricole, sachant que le portefeuille de la ménagère, il n'est pas extensible, en fait, il faut aller capter des marges. Donc il faut aller chercher de la valorisation du produit sans pour autant peser trop sur le portefeuille de la ménagère. Or, plutôt bien sans fond des gens qui ont commencé à parler de circuits courts, parce que la clé, elle est là. La clé, elle est de créer des circuits qui permettent, en fait, et c'est notamment permis par le digital, de raccourcir les distances entre l'agriculteur, enfin le producteur, parce que les industriels sont aussi des producteurs, mais entre le producteur et le consommateur, pour faire des économies, assurer de la transparence. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en plus chez monpotager.com, c'est de mettre de la pédagogie, du savoir-faire, de la transmission du patrimoine culturel. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est de combler les trous, de combler ce gap qui existe, mais c'est vrai pour différentes industries, entre le consommateur et l'industriel, entre guillemets, sachant que l'agriculteur est aussi un industriel à son sens, puisque l'agriculture est une industrie. Donc voilà, c'est ça qu'on essaye d'apporter. C'est de la transparence, des clés de lecture, de faire un petit peu de vulgarisation. C'est-à-dire que d'expliquer, comme je disais tout à l'heure, qu'un pesticide, c'est pas que un mot méchant, c'est aussi fait pour soigner des plantes. Et il peut y avoir des pesticides d'origine naturelle, à base de champignons. Je pense qu'on parle beaucoup comment ça s'appelle, pour traiter les insectes, de produits qui sont naturels. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui existent. Les Carposcaps, ce sont des insecticides naturels, et pourtant ce sont des pesticides. Voilà. Donc c'est des clés de lecture à apporter aux consommateurs. Alors pour la viande, quels sont les constats? La traçabilité est très difficile. On s'en est rendu compte avec le scandale du cheval, effectivement. On se retrouve avec du cheval dans des lasagnes au bœuf, qui a fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans la lasagne. Autre constat, l'élevage français industriel ne s'en sort pas. Le porc est en crise. L'éleveur bovin ne gagne pas non plus sa vie. Tout part en Italie faire du broutard, enfin faire du taurillon. Et bref, il n'y a pas grand monde qui gagne sa vie dans la filière. Et le consommateur, lui, il achète un produit cher, sans savoir d'où il vient, sans avoir aucune garantie d'origine et de qualité. Bon, donc finalement, on est un peu dans l'impasse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une transparence claire et nette. Donc nous, on travaille qu'avec l'Auvergne. On a pris un parti pris. Le bassin de production de viande en France, c'est quand même l'Auvergne, qui est réputé pour son... On ne peut pas faire grand-chose d'autre en Auvergne. On travaille surtout avec l'Allier et le Bourbonnais. Les patates ne poussent pas très bien et c'est vallonné et rien ne pousse. Donc on fait quoi? On met des vaches qui mangent de l'herbe. Il faut entretenir un bocage, il faut entretenir un paysage. Si jamais il n'y a plus d'éleveurs, les campagnes se meurent. Donc voilà, achetons local, achetons français, allons acheter chez des gens qui savent faire d'une agriculture durable, parce qu'effectivement la viande, ce qui plus est industriel, c'est un fléau pour l'environnement. Donc on n'a qu'à voir en Bretagne les plages et l'algue verte. C'est un carnage. Donc mangeons peu de viande, mais mangeons de la bonne viande
et faisons travailler l'éleveur local. Et utilisons Internet pour apporter une transparence, apporter une logistique simplifiée pour que ce soit simple pour le consommateur. C'est vrai qu'on demande au consommateur de s'investir, mais en fait, simplifions les choses. Et grâce à Internet, on arrive très simplement à apporter à chacun une solution juste pour l'éleveur, juste pour le consommateur et juste pour l'environnement. Amaury, tu voulais réagir ? Oui, notamment sur le point de la traçabilité et de la transparence. Je partage complètement l'idée que c'est la transparence qui va justement ouvrir un peu cette boîte noire et qui va recréer de la confiance. Sur justement la fraude à la viande de cheval, on a vu que depuis cette fraude, il y a eu des marques qui se sont engagées à justement mettre dans leur plat préparé l'origine des viandes. Je pense à Marie, je pense à Findus, je pense à Fleury Michon. On voit bien qu'il y a des viandes ou poissons d'ailleurs. On voit bien que les marques commencent à s'engager justement pour redonner un peu plus de valeur et d'informations aux consommateurs. On voit sur le marché que finalement ces marques surperforment par rapport aux autres. Ça veut dire que c'est un levier de compétitivité majeur dans le domaine de l'alimentaire. C'est-à-dire qu'on a un contrat de base qualité, prix, sécurité. Et en plus, dans ce contrat de base avec le consommateur, on y ajoute l'origine. Donc on voit bien que ceux qui vont passer le gap de donner l'information aux consommateurs sur l'origine de leurs produits, ils vont forcément avoir une surperformance économique et financière. Ils ont tout intérêt. Après, il ne faut pas être naïf sur un point, c'est par rapport à des marques qui peuvent être des marques distributeurs sur des plats préparés. On peut être aussi entre le marteau et l'enclume. D'un côté, on va demander une viande ou des ingrédients de plus grande qualité, ce qui est totalement légitime. Et de l'autre côté, on a nos clients, cette fois-ci de la grande distribution, qui vont nous demander de le faire, mais toujours à des prix moins élevés. Donc à un moment donné, il y a cette chaîne de valeur qui est à reconstruire, et le consommateur est partie prenante de cette chaîne de valeur in fine, pour dire que tout ce que l'on mange peut également avoir un coût. Ça a un prix, mais ça a un coût. Et une viande de meilleure qualité, des process industriels de meilleure qualité vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis de la santé, ça a un coût qu'il faut accepter de payer et qu'il ne faut pas se voiler la face, nous en tant qu'industriels, les agriculteurs, les consommateurs, mais également les distributeurs. Et ce point-là, il est toujours à relier sur le modèle économique global, parce qu'autrement, on va donner une pression, les consommateurs vont donner une pression sur les distributeurs, qui vont donner une pression sur les industriels, qui vont donner une pression sur les agriculteurs. Et en fait, au final, on voit bien qu'on dégrade de la valeur pour chacun et personne n'est gagnant. Donc la transparence est à lier avec le modèle économique. On y viendra juste après, on en parlera avec Mariette notamment, parce qu'effectivement, il faut d'abord, vouloir acheter effectivement des produits frais ou en tout cas des produits de qualité, mais aussi il faut savoir quoi cuisiner, comment cuisiner et du coup se remettre aussi à cuisiner des produits frais, on va le voir juste après. J'ai une question simplement, on parlait, Vincent, je crois tout à l'heure, de Madinès disait les agriculteurs sont ultra connectés. L'agriculture française est ultra connectée. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a deux sons de cloche? Ce qui est vrai, c'est que l'agriculture française, je pense que l'innovation, elle vient peut-être en partie de l'agriculture. Ça m'avait fait rire parce que j'avais fait un parallèle entre le monde agricole, ou les termes, les verbatims qu'on utilise en agriculture et ce qu'on utilise dans l'informatique. On parle de big data. C'est quoi le big data si ce n'est que la diversité des espèces? On a une certaine multitude d'espèces. On parle beaucoup d'économie collaborative. La coopération agricole, ça date d'il y a Mathusalem. Enfin, il y a plein de thématiques qu'on utilise aujourd'hui et on a fait beaucoup de benchmarks, je pense. Mais l'agriculture, finalement, c'est nos bases à tous. Je pense qu'ici, dans la salle, on a tous un grand-père, un arrière-grand-père ou un grand-oncle qui vient du milieu agricole. Donc, on a beaucoup, quand même, de nos racines viennent du milieu agricole. Et on a des agriculteurs qui sont quand même tournés vers l'avenir. Alors même si l'image d'Épinal, c'est un peu ce qu'on voit sur M6, le bonheur est dans le pré, c'est pas tout à fait la réalité des exploitations agricoles aujourd'hui, je vous rassure. Je pense que aussi, j'en suis un petit peu le témoin en étant ici. On a des exploitations agricoles qui sont connectées, qui utilisent des matériels qui sont de plus en plus à la pointe. Aujourd'hui, on a la plupart des tracteurs qui tournent dans les champs sont soit robotisés ou soit ont la capacité de l'être. Ça veut dire qu'en gros, ils sont prééquipés. Il suffit de mettre une balise RTK dans un champ et le tracteur il tourne tout seul dans le champ. Et en plus il capte de l'information et cette information qui est captée, donc je parle de big data, en étant analysée, elle permet d'optimiser les systèmes et d'être 100 fois plus efficace en termes de gestion des cultures. Je vais vous donner un exemple, mais moi j'imagine que dans 10 ans,
à peine, on saura analyser des systèmes, des données météo qui vont nous permettre de nous projeter à 6 mois dans le temps pour anticiper des problèmes de maladies, de je ne sais quoi. Vous imaginez bien que l'agriculteur, s'il sait à 6 mois qu'il va y avoir des maladies, des pressions maladies ou pas, parce qu'il y aura du vent, ou il n'y aura pas de vent, ou il y aura de la pluie, ou il n'y aura pas de pluie, il y aura de la température ou pas, il ne va pas mettre les mêmes variétés. Il ne va pas protéger ses cultures de la même manière, voire il ne va pas les protéger du tout, parce que s'il n'y a pas de pression, il ne le fera pas. Donc en fait, c'est une réalité économique, le progrès dans l'agriculture. Voilà. Et aujourd'hui, je fais aussi partie d'un collectif de start-up qui se crée autour de l'agtech, de l'agriculture connectée, entre guillemets, et on voit bien qu'il y a une révolution agricole qui se passe sur ça. La question qui se pose par contre, c'est dans l'économie de filière, c'est-à-dire que l'agriculture s'est connectée sur les filières amont, et sur les filières aval, il y a un vrai retard qui s'est créé, c'est-à-dire qui commence à se combler, mais le problème c'est que ce retard, j'ai envie de dire un peu comme il y a 30 ans, l'agriculture n'a pas su prendre le train en marche de la grande distribution, parce qu'aujourd'hui on pourrait considérer que ça devrait être les coopératives agricoles qui exploitent des magasins de distribution, auquel cas on serait déjà dans les circuits courts depuis 30 ans. Aujourd'hui, il se repasse la même chose, c'est-à-dire qu'on a des acteurs qui ne viennent pas du monde agricole. Donc, quand on a des gens comme Melchior ou comme nous qui venons du monde agricole, nous, notre objectif, c'est de valoriser le savoir-faire du produit agricole. Parce que si on ne vient pas de là et qu'on est financé en plus par des fonds extérieurs, qui est-ce qu'on va défendre? On va défendre le fond et ce sera toujours au détriment de la qualité. Parce que la marge, les points de marge, on sait tous, tout industriel sait très bien que les points de marge, ils vont plutôt en diminuant. Donc si on veut gagner toujours de l'argent alors que les points de marge diminuent, c'est la qualité qui paye. Voilà. Melchior, peut-être sur ce point-là, est-ce que du côté des éleveurs, on a aussi cette... Est-ce qu'on est connecté? Oui, cette évolution importante, cette utilisation, exploitation du digital au service de cet univers-là? Alors, en élevage, clairement, l'élevage industriel, oui, il n'y a pas photo. L'élevage traditionnel, pour le connaître, on est encore loin, effectivement, de ce que peut être fait dans la céréale ou dans les tracteurs céréaliers pour les traitements des champs. C'est sûr que là, on a une technologie assez poussée. En élevage, ça reste des animaux dans un pré qui mangent de l'herbe. Il ne faut pas beaucoup de technologie pour y arriver. Oui, mais du coup, l'offre peut-être et l'apport du digital justement dans cet univers-là va se jouer autrement. Et le fait effectivement de pouvoir, parce qu'on a beaucoup parlé du consommateur, mais mettre en valeur le producteur, c'est là que manifestement il y a un rôle à jouer. Sur la suite de la filière, effectivement, il y a de plus en plus d'éleveurs. Enfin, ça fait longtemps, moi j'ai connu un éleveur, je le connais toujours d'ailleurs, qui avait lancé il y a 10-15 ans maintenant une vente directe de sa ferme jusqu'au consommateur. Et il était arrivé trop tôt. Il n'avait pas Internet il y a 15 ans comme on a aujourd'hui Internet. Et ça n'a pas fonctionné, ça avait bien pris, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas cet aspect digital et cette facilité de rencontrer son consommateur avec les outils d'Internet. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs tentent le pari du circuit court. Alors c'est effectivement, là, il fait face à une grosse concurrence parce qu'il y a quand même beaucoup d'éleveurs et beaucoup de personnes qui veulent faire du circuit court comme ça. Donc, mais ça peut être effectivement en local une solution, le digital, pour vendre sa production. En tout cas, à travers vos plateformes, on a aussi le sentiment d'un décloisonnement ou en tout cas d'une ouverture de ces régions. Vous parlez de l'Auvergne, mais pas que. Après, c'est aussi du multilocal, si je ne dis pas de bêtises, arriver à développer en proximité des lieux de vente du coup de la production. C'est ce développement de plateforme ou ce développement de connexion et du coup aussi de rapprocher le consommateur du producteur. On voit une voie de développement. Vous parliez qualité versus quantité. Comment est-ce que tout ça s'embrique? Et peut-être juste avant, qui dans la salle serait prêt demain à faire évoluer son mode d'achat et à se connecter, créer un compte et à faire confiance à ce genre de plateforme? Allez-y, un peu tout le monde, s'il vous plaît. Alors d'ailleurs, j'en profite parce que vous êtes assez convaincu par la promesse qu'apporte donc ce type de service. Surtout qu'on a fait une offre découverte pour ce soir. Vous avez 10% de remise, alors profitez-en parce que ça va aller vite. Et j'en ai créé une pendant les autres conférences, j'en ai créé une autre. Un autre code, c'est Food is saucisson. Et donc si vous voulez un saucisson gratuit, vous tapez Food is saucisson à la place de Food is social et vous aurez un saucisson qui est très bon, du porc plein air d'Auvergne. Il est excellent, je suis client, j'en ai 2 par semaine, j'en commande moi. Ça devient une drogue.
Donc n'hésitez pas. J'en ai oublié la question. Oui, j'ai répondu oui. Qualité versus quantité, comment Ah oui, voilà, on fait, oui. comment on gère Effectivement, Internet nous a permis de toucher. J'ai plus beaucoup de batterie là, non? Si, ça va? Ok. Internet nous a permis de diffuser dans toute la France notre message. Qu'on soit à Paris, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, on peut se faire livrer de la viande d'Auvergne, bio ou label rouge. Et ça, c'est quand même, ça permet d'ouvrir à un marché national des producteurs locaux et qui sont bien perdus. Hein, je vous le garantis. C'est pas du tout connecté efficacement là où ils sont. Et donc, voilà, ça décloisonne complètement et ça ouvre un marché national de manière assez hallucinante. Mais si là, vous avez 300 fois 10, allez, fois 100, parce qu'ils sont tous extrêmement connectés avec un gros réseau et une grosse communauté. Ça va casser. Est-ce qu'il y aura ne vous la précipitez quantité pas. Déjà, le serveur va bugger directement. Mais en dehors, est-ce qu'il y aura la quantité pour livrer plus Oui, parce qu'il y a quand même... alors, je travaille avec plusieurs éleveurs quand même, et c'est important d'avoir suffisamment d'éleveurs pour avoir un service qui suit derrière. Si j'avais 2 éleveurs, effectivement, ça serait déjà saturé. Mais on a tissé un maillage qui permet de répondre à une demande. Ah, bien sûr, ça ne pourra pas être toute la France, bien évidemment, parce qu'on travaille sur des labels de qualité. Bio plus label rouge, c'est à peu près 5% de la production française. Mais quand on sera arrivé à saturation, on pourra être content, mais on a le temps encore. Simplement un mot par rapport à ça, quantité, qualité, évidemment, plus on veut avoir de qualité et puis plus on limite la quantité. Hein, c'est l'histoire des AOC dans le vin. Voilà, on a limité les productions pour avoir plus de qualité. Je pense que pour les fruits et légumes ou pour la viande, c'est un petit peu la même chose. Est-ce qu'on pourra étendre jusqu'à nourrir 65 millions de personnes avec des produits de qualité? Mais je pense que moi je demande que ça. Or, aujourd'hui, on est dans une crise de compétitivité. Donc aujourd'hui, c'est plutôt 80% de la population qui n'ont pas les moyens de se payer la qualité. La qualité, pardon. Donc, en fait, la problématique, elle est le jour où tout le monde a les moyens de s'acheter la qualité, on trouvera de l'espace pour la produire, cette qualité, parce que les producteurs auront des systèmes de production qui seront plus rentables. Donc, en fait, en changeant les méthodes de distribution, on arrive à répartir la valeur différemment. Nous, aujourd'hui, les viandes bio et label rouge qu'on propose sont vendues au prix de Charal en supermarché. Donc, finalement, on arrive en rémunérant convenablement nos éleveurs. Parce que si notre éleveur demain meurt, entre guillemets, bien sûr, on n'aura plus la viande qu'on cherche à distribuer à nos clients. Donc, effectivement, c'est un problème de riche de plus avoir de ressources. Plus il y aura de demande, plus les éleveurs iront et les maraîchers iront vers ces filières de qualité. Et donc voilà, ça peut que être bénéfique pour tout le monde. Donc maintenant, il faut qu'on voit comment ces bons produits de qualité vont arriver jusqu'à nous grâce à Seb, qui va nous aider à donner le meilleur de chacun de ces deux mondes. Alors nous, on espère que vous allez acheter ces superbes produits de qualité et nous, on est là pour vous aider à les transformer. Parce que comme vous le savez, en fait, on doit prendre énormément de décisions dans une journée et notamment des décisions autour de notre alimentation. Donc, que manger ce soir, comment je vais le préparer, est-ce que je vais le réussir, est-ce que ça va être bon, est-ce que mes enfants vont aimer. Je vous en passe, c'est des meilleurs. C'est des charges cognitives qui sont lourdes tous les jours. Et nous, ce qu'on essaye, c'est d'apporter des solutions pour ça, et le groupe Seb est quand même un spécialiste de l'appareil pratique et on continue sur notre cœur de métier et avec les objets connectés on va pouvoir aller plus loin. Alors on s'est posé la question, on a commencé à travailler avec les objets connectés, on a fait une étude auprès de 200 personnes en France et on leur a donné, 100 personnes avaient notre dispositif, c'est-à-dire l'ActiveFry Smart que vous avez peut-être pu voir en bas sur le stand, une ActiveFry avec l'application dans laquelle il y avait toutes nos recettes. Donc les recettes Seb. Parce qu'en fait, on avait donné notre ActiveFry il y a quelques années en arrière, en 2011, et on s'était aperçu que ça changeait la manière de s'alimenter de nos clients. Donc quand l'ActiveFry arrive dans un foyer, elle change la manière de manger. Mais au bout d'un mois, les gens se lassent, un peu comme pour tout objet connecté aujourd'hui. Au bout d'un mois, les gens se lassaient, puis arrêtaient de cuisiner avec. Et puis on s'est dit, là maintenant il y a l'application, il y a des recettes dedans, qu'est-ce qui se passe? On retourne voir, on est retourné voir nos consommateurs et on a donné notre ActiveFry avec les recettes dedans. Et puis on a mis un peu de coaching, on a été expliquer les notions de PNNS, de qu'est-ce que c'est que manger équilibré, comment on fait pour bien manger, et puis des idées de menu. Donc des idées de voilà, je fais telle recette à l'ActiveFry, je fais les pilons de poulet avec des pommes de terre, qu'est-ce que je peux manger en entrée, qu'est-ce que je peux manger en dessert, de manière à manger équilibré ce soir avec ma famille.
Et donc on a donné ça, et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au bout de 3 mois, les gens étaient restés sur le dispositif. Ils continuaient à utiliser la machine, ce qui était déjà énorme, ça c'est bien pour Seb, mais surtout ce qui est bien, c'est qu'ils avaient changé la manière de faire leurs courses. Ils achetaient plus de produits frais, de légumes, de fruits. Ils achetaient moins de produits transformés, ils achetaient moins pizza du coin le soir. Et c'était significatif avec le groupe qui n'avait pas le même dispositif. Donc on avait les mêmes questionnaires, on a posé à peu près 3000 questionnaires, hein. C'est une étude assez large. Et ce qui était sympa aussi, c'est que vous pouvez voir sur la petite affiche, là, les gens ont plus cuisiné en famille. Ils ont cuisiné avec leurs conjoints, ils ont cuisiné avec leurs enfants. Vous parliez tout à l'heure de transmission culinaire, on est en plein dedans. C'est comment on va cuisiner en famille autour de ça. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait demandé aux gens de s'auto-mesurer, de prendre leur tour de taille en début, et puis tous les mois, ils prenaient leur tour de taille. C'est de l'auto-mesure, hein, on n'était pas encore dans des tests cliniques, mais ça donne une idée. Puis on s'est aperçu qu'en fait, il y a quand même 71% des gens de l'échantillon qui avaient le dispositif qui ont perdu du tour de taille. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ceux qui ont perdu des tours de taille, c'est ceux qui ont utilisé l'application. C'est ceux qui ont été chercher des idées pour cuisiner. Alors, ces résultats peuvent être assez... pour moi, en tout cas, c'était des résultats assez impressionnants parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les programmes de santé du PNNS, les gens ont du mal à les comprendre, ont du mal à transformer 5 fruits et légumes par jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Il y a très peu de gens qui savent exactement comment transformer ça en assiette. Et nous, en fait, tout simplement, on aide à transformer le conseil en une belle assiette où on se régale, où on a envie de manger ensemble, puis surtout qu'on partage. On n'est pas dans un régime où on est seul face à son assiette, avec un régime qu'on n'aime pas. On est vraiment en train de manger tous ensemble. Et des produits de qualité, puisqu'encore une fois, on achète des produits frais et on va les transformer. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à les cuisiner. Et nous, on est là pour ça. On est là pour aider à cuisiner. Et pendant que la machine cuisine, on peut aussi faire d'autres choses. Vous savez que nos modes de vie sont très contraints. Donc là, on peut tout à fait faire les devoirs avec les enfants pendant que la machine s'occupe de réussir le plat. Et c'est vraiment un fort levier pour la santé des populations aujourd'hui que ces objets connectés qui arrivent dans nos maisons. Donc ce qu'on voit à travers tout ce que vous dites, c'est que finalement le digital accompagne, et ça rejoint ce que disait Amaury en début, c'est comment accompagner des évolutions de comportement, comment aider à pouvoir manger des fruits et des légumes frais, comment aider à manger de la bonne viande, là où on nous dit que attention, la viande, c'est pas forcément bon, au contraire on dit bah oui, pas trop de viande, mais de la viande de qualité. Et la question qui vient derrière, c'est ok, c'est sympa, mais oui, ça a un prix. Et deux, comment est-ce qu'on y a accès? Donc avec le digital, vous accompagnez du coup, en tout cas vous rendez plus accessible ces produits frais pour mieux manger, qui sont à la fois pour des questions de goût, de qualité, de santé. Vous le disiez, à travers aussi des plateformes qui permettent de savoir ce qu'on mange, de se renseigner, travailler la transparence pour accompagner la confiance, comme le disait Amaury, et puis jusqu'à l'assiette, parce qu'une fois qu'on a tout ça chez soi, comment est-ce qu'on les prépare? On est dans des situations de vie au quotidien, qui n'est pas forcément... on se dit qu'on n'a pas le temps, que ce n'est pas une priorité, soit on aime cuisiner, soit on n'aime pas cuisiner. Comment est-ce que je garantis un résultat, entre guillemets, qui permet de nourrir toute la famille avec des recettes ou des produits qui sont à la fois bons, sains et de qualité. Donc l'idée aussi derrière ça, c'est est-ce que finalement, à travers, donc on vous a posé la question de savoir si vous aviez déjà utilisé des types, ou étiez prêt à acheter des produits de qualité à travers Mon Potager ou le Collier des Bouchers, mais est-ce que finalement le digital, pour certains d'entre vous, a déjà fait évoluer vos comportements de consommation? Personne. Vous considérez que c'est un service, vous le considérez comme un service, vous le considérez comme un plus, aujourd'hui c'est complètement inscrit dans vos vies, ou est-ce que vraiment ça a pu accompagner, en tout cas à travers ces services, le fait de manger autrement, de manger différemment, de plus cuisiner? Est-ce qu'il y en a qui ont plus cuisiné grâce à soit à des blogs food ou à des recettes ou à des plateformes comme Marmiton 750 grammes, à des plateformes qui apportent des produits frais plus directement? Ouais, pour le coup. D'accord. On prend quelques questions du public. Est-ce qu'il y a des questions pour nos intervenants? Bonjour, je suis Céline Henné, Anime Avenir. En fait, j'ai une question un peu pour tous les intervenants parce qu'on constate que le digital est présent à différents maillons de la chaîne alimentaire, de la production à la distribution jusqu'à la consommation.
Et la question qui peut se poser en prospective, c'est quand est-ce qu'il va y avoir un peu un maillage aussi de tout ça et des offres un petit peu globales, c'est-à-dire peut-être des offres d'équipements électroménagers qui en même temps permettent de commander directement aux producteurs. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des liens qui commencent à se tisser entre les différentes étapes pour avoir l'ensemble du système? Alors, bonsoir. Moi, je trouve qu'il y a une très bonne solution à ce problème-là. C'est ce qu'on appelle les données ouvertes ou l'open data. C'est de justement ouvrir ces données, ouvrir les données des plateformes, que ce soit au niveau des producteurs, des fermes. Tu parlais tout à l'heure de l'optimisation des fermes, etc. Il y a un programme qui s'appelle le Global Open Data pour agriculture et la nutrition, où l'idée c'est de faire ça. On a parlé tout à l'heure de test and learn, de tester et apprendre. Si on partageait les données de toutes les fermes pour voir, voilà, j'ai telle parcelle avec telle météo, j'ai mis tel intrant, tel pesticide naturel ou pas, et au final j'ai telle productivité, ça serait très intéressant. Et nous, c'est vraiment ce qu'on aimerait faire. Effectivement, c'est grâce à l'open data, mailler toute cette chaîne et pour qu'on puisse, voilà, que je puisse scanner mon ketchup, ma bouteille de vin et voir d'où viennent les tomates. Qui les a, est-ce qu'elles viennent de mon potager? Est-ce qu'il y a eu tel ou tel pesticide? Est-ce qu'il était bio ou pas? C'est ça qu'on aimerait faire. Et je pense que l'open data, les données ouvertes, ça pourrait être une très bonne solution pour ça. Alors, évidemment, je partage à 100% ce que tu viens de dire. C'est évident et c'est peut-être quelque chose qui nous caractérise, nous, start-up, et même quand on regarde des grosses start-up qui ont réussi, je pense à Facebook, je pense à d'autres, hein, mais des start-up qui ont grandi énormément, c'est des gens qui ont ouvert leur système. C'est-à-dire qu'en gros, on peut aller, on ouvre notre système. Dès l'instant où on veut intégrer quelque chose, on est enfermé. On est enfermé parce qu'on est dans un monde où les gens vont de plus en plus vite, et celui qu'on a intégré, il va tout faire pour en sortir. Voilà, donc surtout en ce moment, on a une crise qui vient de se rajouter, c'est la liberté, l'envie d'être libre, de faire ce qu'on veut. Donc en fait, même quand on est industriel, aujourd'hui, il faut penser à ouvrir ces systèmes. C'est-à-dire que d'être dans l'innovation, parce que si on ne le fait pas, en fait, il y a quelqu'un que moi, un philosophe qui s'appelle Marc Alevi, qui est prospectiviste, qui dit que, en gros, demain, on a la fin d'un cycle et que demain, en gros, c'est le monde entier, individu par individu, qui va créer les conditions du vivre ensemble. C'est-à-dire que c'est plus les entreprises, c'est plus des groupes gigantesques qui vont dire bah moi je prends tant de pourcents de part de marché, mais c'est chaque individu ensemble qui vont créer les conditions du vivre ensemble en disant mais moi finalement qu'est-ce que je sais faire? Moi je sais faire finalement juste un tout petit bout de l'aile de la fusée. Et puis l'autre, c'est faire l'autre bout de l'aile de la fusée, et tous ensemble, on arrivera à faire les conditions. Et c'est ça l'open innovation, et c'est ça aujourd'hui qui crée les richesses de demain, à mon avis. Je vais rebondir sur la fusée, parce que c'est une vision qu'on a dans le groupe SEB. On a lancé un projet qui s'appelle Open Food System, et on est exactement dans ce morceau de fusée. Nous, SEB, on ne va pas tout faire, et on souhaite avoir un écosystème ouvert où viendront travailler ensemble différents maillons de la chaîne. Et nous, on est vraiment, on a envie de travailler comme ça. Donc, travailler avec des producteurs qui vont apporter des produits de qualité, qui soient locaux ou plus internationaux en fonction des produits qu'on va vouloir trouver. Mais aussi travailler, pourquoi pas, avec des gens de la santé, puisqu'on va avoir, grâce aux data, on va avoir du big data par rapport à ce que les gens mangent. On va pouvoir travailler sur la distribution. Pourquoi on parlait tout à l'heure de delivery? Il y a énormément de services à apporter à nos consommateurs. Tout le monde veut mieux manger, mais aujourd'hui, on est pressé par des contraintes. On peut créer une chaîne globale et venir apporter tous ces éléments-là à nos consommateurs. Alors ça va prendre encore un peu de temps, mais vraiment les frontières bougent, on devient ouvert, on va travailler avec les grands de l'agroalimentaire, mais aussi avec les petits agriculteurs locaux. Chaque consommateur va pouvoir créer, personnaliser sa propre alimentation, faire ses choix, les éclairer, les faire remonter, ça va émerger naturellement de la communauté. Et c'est là qu'il y aura un vrai shift d'innovation pour les années qui arrivent. Alors, je suis aussi blogueur culinaire. Comment est-ce que je peux faire pour mettre mes recettes dans l'application de l'Actifry? Est-ce que c'est possible? Alors, pas encore, mais à 6 mois, on est bon. On devrait... Yumiam pourra vous aider aussi pour ça, Super. pour connecter tout ça. Vous allez voir, il y a une lecture transversale à faire de tous ces intervenants parce que vraiment, ils ont tous des complémentarités. Et ces petites connexions, on va les faire. On en fera un petit récapitulatif à la fin de la journée parce que vous allez voir, c'est une grande valeur ajoutée qu'on ne soupçonne même pas. Il faut qu'on surveille le timing hein, parce que tout le monde va être très en retard là. Il faut qu'on passe à la table ronde suivante. Merci, absolument. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous.